Ça fait ressurgir tellement de souvenirs quand je me balade ici. Je peux remonter jusqu'à l'âge de 5 ans. Je connaissais tous les gens du quartier. On a grandi ensemble. J'ai joué avec ces enfants. Je suis allé dans la salle de billard où Martin Luther King avait l'habitude de jouer. Ce quartier, ça a toujours été chez moi. Ce champ, il y a 20 ans, on n'aurait pas pu y mettre les pieds. On l'avait surnommé le territoire des morts. Nous sommes à la fin des années 90. Et poussé par ce qui s'est passé dans ce champ, le jeune Robin Hood décide de devenir pasteur et animateur socioculturel. C'était devenu un dépôt sauvage, l'une des pires décharges de Chicago. Tous les déchets dont les gens voulaient se débarrasser finissaient ici, dans ce champ. Quand on a obligé les responsables à enlever tout ça, près de ces arbres, là-bas, on a trouvé les cadavres de 7 femmes. Ces femmes avaient disparu et personne ne savait ce qui leur était arrivé. La découverte de ces corps coïncide avec le début de la série de meurtres par strangulation. Je me souviens que tout le quartier était là. Les gens étaient venus voir parce que la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. C'était horrible parce que parmi les personnes présentes, certaines étaient des proches des victimes. Aucune des victimes trouvées dans ce dépôt sauvage n'est liée à l'affaire des étranglements à Chicago. Mais pour le révérend Hood, cette découverte macabre illustre un problème plus vaste. Ça montre que les autorités se fichent de ce qui se passe dans les quartiers où vivent les minorités, et en particulier les Afro-Américains. Elles s'en moquent. La police s'en fiche, elle n'enquête pas. Les élus s'en fichent aussi. Entre 2001, au moment où ils ont trouvé ces 7 corps, et 2021, de nombreuses femmes noires ont disparu ou ont été tuées. Mais ça n'a eu aucune importance. C'est pour ça qu'il y a 20 ans, j'ai décidé de tout faire pour qu'on attire l'attention sur ces femmes qui ont disparu et qui ont été tuées. Chicago fait partie de mon cœur, de mon identité. Je suis née ici. Chicago, c'est chez moi, mais c'est un amour à sens unique. En dehors des souvenirs que j'ai avec ma famille et mes amis, ce que je retiens, c'est qu'ici, on fait tout pour que les femmes noires ne se sentent pas à leur place. Si tu ne traînes pas dans le bon quartier, que tu ne portes pas les vêtements qu'il faut, que tu es trop intelligente ou pas assez, personne ne te protège à Chicago. Dans les 6 années qui ont suivi le meurtre d'Angela Ford, on a retrouvé 33 autres femmes étranglées. Si la presse n'en parle quasiment pas, dans le South Side et le West Side, tout le monde est au courant. Au début, quand j'ai entendu parler de ces affaires, je n'avais pas compris qu'elles étaient liées parce que la police ne les présentait pas comme telles. C'était « il y a une agression à tel endroit et une femme est morte » ou « on a trouvé un corps là-bas et il s'agit d'une femme », comme si c'était des événements indépendants. Je suis bavarde et j'aime discuter avec mes voisins. Une voisine a remarqué que je faisais des allers-retours assez tard le soir parce que je travaillais. C'est elle qui m'a dit « Fais attention parce qu'on n'arrête pas de retrouver des femmes noires assassinées. » Et les flics ne font rien. Les gens étaient au courant. Quand on parle de la violence à Chicago, on entend souvent dire « Pourquoi personne ne va voir la police ?» On a un peu tendance à oublier que quand il y a une affaire de ce type et que quelqu'un contacte la police, il ne se passe rien. Ce que les gens retiennent, c'est que la police n'interviendra pas, que ça ne sert à rien d'aller la voir. On est à Washington Park. Moi, j'ai grandi du côté est du parc. Certaines personnes vous diront que le côté ouest craint plus que le côté est. De la même manière, le quartier nord est plus dangereux que le quartier sud. Quand je dis ça, ça donne l'impression que ça s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Mais on a seulement 2 codes postaux différents.
60 615 et 60 637. C'est un microcosme social. Le salaire moyen augmente quand on va dans cette direction et dans celle-ci. Selon l'endroit où l'on se situe par rapport au parc, on aura un statut socio-économique différent. Ça a aussi une influence sur l'accès aux soins et sur votre sécurité. Même si différentes classes sociales s'articulent autour de Washington Park, c'est un lieu de rassemblement pour toute la ville. Mais en novembre 2007, le parc est le théâtre d'un crime horrible. La série de meurtres par strangulation se poursuit. On est au sud de Washington Park. J'ai beaucoup de souvenirs ici. J'ai travaillé dans l'unité anti-gang qui se chargeait de ce secteur pendant 13 ans. On a fait beaucoup de poursuites dans ces rues. Il y a eu de nombreuses fusillades et on a procédé à un certain nombre d'arrestations. Il y a des bars d'immeubles à tous les coins de rue. C'est un quartier difficile. Je vais m'arrêter sur ce terrain. Ici, c'est l'endroit parfait si un meurtrier ne veut pas qu'on découvre un corps. C'est à l'abri des regards, donc on peut facilement se débarrasser d'un cadavre, surtout quand il fait nuit. 12 novembre 2007, 23h45. On découvre le corps d'une femme qui est en train de brûler derrière une benne à ordures, à quelques mètres de l'entrée sud-ouest du parc. C'est assez inhabituel, parce qu'en mettant le feu, le tueur risque d'attirer l'attention. Mais c'est l'endroit idéal pour faire ce genre de choses, parce que c'est désert. C'est un vrai no man's land. C'est un terrain vague d'une très grande superficie. En plus, il y a des arbres énormes. Il y a même une ruelle là-bas. Juste derrière, on a les rails. Quand on est ici, on peut facilement passer inaperçu pendant un certain temps. La police cherche maintenant à identifier la victime. Le lendemain, les pompiers éteignent un feu de poubelle de l'autre côté du parc et découvrent les restes calcinés d'une autre femme. Ces deux meurtres consécutifs sont étrangement similaires. La police commence à chercher un lien entre les deux affaires. Elle prévient également les habitants du quartier et leur demande d'être prudents, notamment à proximité de la seconde scène de crime. À l'ouest, on a l'avenue Cottage Grove. C'est un endroit très fréquenté. Il y a plein d'enfants ici. L'école primaire est de l'autre côté de la rue. Honnêtement, il fallait oser. Le 16 novembre, on identifie la première femme grâce à son dossier dentaire. Il s'agit de Teresa Bunn, 21 ans. La jeune femme était enceinte de 8 mois au moment du meurtre. Le décès a été provoqué par strangulation. 8 jours plus tard, le 24 novembre, on identifie l'autre victime, toujours grâce à son dossier dentaire. Elle s'appelle Hazel Lewis et elle est âgée de 52 ans. Cette mère de 3 enfants, également grand-mère, a été étranglée. Quand ils ont trouvé l'un des corps, on a décidé d'organiser une conférence de presse dans le quartier. On voulait parler de ce cadavre calciné et de l'autre femme qu'on avait découverte presque au même moment. C'était la première fois qu'on donnait une conférence de presse officielle. Ces crimes étaient abominables et les gens commençaient à paniquer. À travers cette conférence de presse, notre objectif, c'était de pousser la police à faire son travail. L'enquête ne permet pas d'établir un lien entre ces deux affaires. La police pense même que le meurtre de Teresa Bunn est un cas isolé.
Je ne peux pas vous révéler les détails de cette affaire, mais les enquêteurs croient savoir qui est le coupable. Il s'agirait plutôt d'un crime passionnel. Pourtant, le bureau du procureur refuse de poursuivre le suspect car il n'y aurait pas suffisamment de preuves. À ce jour, le meurtre d'Hazel Lewis reste entouré de mystères. La police de Chicago refuse de communiquer à ce sujet. Elle explique que l'enquête est toujours en cours. Les 2 corps ont été calcinés, mais pour la police, il ne s'agit pas d'un mode opératoire inhabituel. Il arrive souvent qu'un criminel mette le feu au corps de sa victime ou à un lieu, que ce soit à Chicago ou ailleurs. Généralement, il fait ça dans le but de détruire les preuves. Un avis que ne partagent pas des spécialistes des homicides qui travaillent à des centaines de kilomètres de Chicago. Quand un meurtrier met le feu au corps de sa victime dans un endroit public, je pense que c'est parce qu'il cherche à attirer l'attention sur son crime. Il ne fait pas ça pour qu'on ait du mal à identifier la victime. C'est une grosse prise de risque parce qu'il va passer plus de temps sur les lieux du crime, il manipule davantage le corps et il doit se procurer le matériel nécessaire pour le brûler. Si le meurtrier est prêt à prendre ce risque, c'est parce qu'il juge que ça en vaut la peine. C'est un acte significatif. Ce n'est pas purement utile. C'est quelque chose qui lui apporte une satisfaction sur le plan émotionnel ou psychologique. Le meurtrier ne cherche pas à détruire des preuves. Son objectif n'est pas de compliquer la tâche de la police. C'est plutôt sexuel. Dans l'affaire Teresa Bunn, les policiers ont une idée de l'identité du tueur. Mais c'est une théorie qui ne tient pas debout, puisqu'on a un meurtre qui est commis dans des circonstances similaires, à peine 24 heures plus tard, de l'autre côté de Washington Park. On ne sait pas si la police a raison ou si elle se trompe, parce qu'il n'y a pas eu de procès. Mais il est tout à fait possible qu'elle ne tienne pas le bon suspect. Ce n'est pas facile d'enquêter sur un meurtre à Chicago. Pour commencer, il y a tellement d'homicides que la police est dépassée. Elle ne dispose pas des moyens nécessaires. Je ne sais pas si elle serait prête à divulguer cette information, mais je vais vous le dire. Depuis l'an 2000, on dénombre près de 6000 meurtres non élucidés à Chicago. C'est Thomas Hargrove, ancien journaliste d'investigation, qui a eu l'idée de créer le Murder Accountability Project. En 2010, il commence à répertorier les centaines de milliers de meurtres non élucidés aux États-Unis. Depuis quelques années, son équipe et lui s'intéressent de près aux meurtres par strangulation commis à Chicago. Je ne pense pas que la police de Chicago ait volontairement refusé de résoudre ces affaires. Il y a une autre explication. La police ne parvient pas à établir de lien entre les affaires. Un problème bien connu. Quand un meurtre est commis, on désigne un enquêteur qui va se charger de l'affaire. S'il y a un deuxième meurtre, généralement, on confie le dossier à un autre enquêteur. Ça signifie que s'il y a des points communs entre ces crimes, personne ne les remarquera, sauf si les policiers discutent de leurs affaires autour de la machine à café. C'est pour ça qu'en 2010, on a décidé de créer un programme informatique qui permettrait de repérer les liens entre des meurtres en se basant sur un certain nombre de données. Et l'expérience est un succès. Son équipe met au point un algorithme capable de détecter des constantes dans les crimes qui étaient passés inaperçus jusqu'alors, en particulier dans les féminicides. Cet algorithme se base sur un postulat assez simple. La grande majorité des féminicides est résolue rapidement, parce qu'il s'agit souvent d'affaires familiales, où le meurtrier est un proche de la victime. Près de 80% des affaires de meurtre par strangulation sont écartées, car généralement, la victime connaissait son agresseur. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on ne garde que les données qui concernent Chicago. On a 70% d'affaires non élucidées.
On a dit aux enquêteurs que quand on obtenait un graphique totalement différent, comme ici, il valait mieux essayer d'en savoir plus. Ça n'augure rien de bon. D'un point de vue pratique, la strangulation a ses avantages. Les armes sont bruyantes et on peut analyser les balles. Quand on étrangle quelqu'un, c'est un acte intime. Le meurtrier est très proche de sa victime et souvent, ça va de pair avec une pratique sexuelle. Il y a un tueur en série, c'est sûr. Vous voyez ça là-bas? Ça n'existait pas avant. C'est là que quelqu'un m'a étranglé avec une ceinture. J'ai fait semblant d'être morte parce qu'il voulait me tuer. J'ai arrêté de bouger et j'ai fait comme si je respirais plus. C'est là qu'il a relâché la ceinture. Il m'a violée, il est parti. J'ai pas contacté la police. Très souvent, les tueurs en série s'en prennent aux femmes les plus vulnérables de la société. C'est aussi ce qu'on constate dans les affaires de meurtre par strangulation de Chicago. C'est ici que je faisais le trottoir. Je montais en voiture avec des hommes. D'autres filles travaillaient aussi à cet endroit. On risque notre vie quand on monte dans la voiture d'un inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer. On peut qu'espérer qu'on va s'en sortir. Parmi les 51 victimes étranglées, plusieurs se droguaient et se prostituaient au moment où elles ont été tuées. 2 d'entre elles travaillaient dans le même secteur que Mahogany. Je me souviens de Velma. Elle était un peu plus vieille que les autres. Ils l'ont trouvée ici. Ils avaient bouclé le périmètre. Je l'ai rencontrée et c'était pas quelqu'un de mauvais. Elle méritait pas qu'on la tue. Je crois que c'est dans ce secteur qu'on a trouvé une autre fille. Elle s'appelait La Fonda. On a découvert son corps un peu plus loin, sur les rails à Kilburn. Quelques jours après sa mort, certaines filles ont fait circuler la description de cet homme. Et je crois que j'ai fini dans une chambre d'hôtel avec lui. Il a essayé de m'enfermer dans la chambre. Mais j'ai réussi à m'échapper. Je me suis enfuie à toute vitesse. J'ai même pas pris le temps de m'habiller. Généralement, on entendait qu'une autre fille avait été trouvée. Et ça s'arrêtait là. On en parlait entre nous, dans la rue. Mais la police faisait pas d'enquête. Il se passait rien. Personne venait nous demander si on avait vu quelque chose. On nous interrogeait pas. Les autres filles et moi, on n'était rien pour eux. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on rejette la faute sur ces femmes, alors que si elles font ça, c'est pour survivre. On les accuse de se mettre dans des situations dangereuses. On dirait qu'elles ont fait ce choix, mais est-ce vraiment le cas? Il n'y a pas d'emploi et il faut bien manger. Il y a très peu de façons de gagner sa vie. Alors c'est facile de dire « trouve-toi un boulot ». Dans certains quartiers, il n'y a pas de boulot. La vérité, c'est qu'on ne propose que des mauvais choix aux gens et qu'après on décide de les punir parce qu'ils ne font pas les bons choix. C'est ridicule. Pour une raison ou pour une autre, certaines femmes en arrivent à tomber dans la prostitution et à se droguer. Quand elles mènent ce type de vie, elles sont amenées à rencontrer de nombreux individus. Souvent, ce sont des inconnus. Pour un enquêteur, il est donc extrêmement difficile de déterminer avec qui elles sont, ce qui leur est arrivé et surtout, de traquer ces suspects. Il faut que la police fasse son possible pour résoudre ces affaires. Ça signifie qu'elle doit arrêter de brandir l'argument du style de vie dangereux. Pour moi, à partir du moment où vous sortez de chez vous, que ce soit pour aller au travail, dans votre garage ou dans un magasin, vous prenez des risques. Donc, il faut qu'on alerte l'opinion publique dans le monde entier et qu'on attire l'attention sur l'inaction de la police. Sinon, les choses ne bougeront pas.
Je me mets à la place de ces femmes qui arpentent les rues à 3 heures du matin parce qu'elles cherchent une autre passe ou une dose. Je suis persuadée qu'à un moment, elles peuvent avoir un déclic et se dire « Je vais me reprendre. Je ne peux pas continuer comme ça. Ma famille me manque. J'ai des rêves. » Je suis convaincue que leur addiction n'est pas la seule chose qui compte dans leur vie. Je sais que c'est le cas. Comme pour moi. Bienvenue dans le jardin de l'âme. Ici, c'est mon refuge, mon havre de paix. Grâce à cet endroit, j'ai compris le sens de la vie. Ça dépasse tout ce que j'avais connu jusqu'ici. Beverly Reed Scott a toujours vécu à Chicago. Elle vient du South Side. Elle s'est donnée pour mission de s'assurer que ces femmes ne tombent pas dans l'oubli et qu'on sache ce qu'elles ont traversé au cours de leur vie et au moment de leur mort, parce qu'il y a plusieurs années, elle était l'une d'elles. Quand j'avais la vingtaine, j'étais en proie à une addiction. Je souffrais de troubles du stress post-traumatique parce que j'avais subi des abus sexuels quand j'étais petite. Je ne savais pas qui j'étais et j'ai commencé à adopter des comportements dangereux. C'était comme si j'essayais de me prouver que ma vie ne valait rien. Et un soir, je suis montée dans la voiture d'un homme. Il était vraiment très gentil. Il m'a emmenée et on est allé dans un endroit isolé, près des rails. Il a insisté pour que je sorte de la voiture. Il m'a traînée jusqu'au rail. Et il m'a violée. Ensuite, il m'a étranglée. C'est à ce moment-là que j'ai vu plein d'images défiler devant mes yeux, des souvenirs de ma vie. Même s'il n'était pas très heureux et que j'avais l'impression que je ne valais rien, j'avais envie de vivre. J'ai fait comme si j'étais morte. J'ai laissé mon corps s'engourdir. J'ai tourné la tête et je l'ai laissé tomber. J'ai essayé de faire comme si la douleur avait disparu. Je n'étais plus là. Il y a cru. Il s'est relevé, il est parti en courant, il est monté dans sa voiture et il a démarré. Mais moi, j'étais encore en vie. Et je suis toujours là. Je sais que la vie de ces femmes avait de la valeur. C'est un fait. Elles méritaient d'avoir l'opportunité d'élever leurs enfants, d'aimer leur mari, de bien s'occuper de leurs parents. Elles ont hérité de ce droit au moment où elles ont vu le jour. Et personne n'aurait dû leur ôter la vie. Dans cette affaire, on fait le même constat que dans les autres grandes villes. La plupart des victimes sont marginalisées. Ce sont des drogués, des prostituées, des femmes qui sont dans la rue et qui sont donc des proies vulnérables. Ce sont des cibles faciles pour les prédateurs, mais ce qu'on remarque aussi, c'est que ce n'est pas le cas de toutes les victimes. On ignore encore comment certaines ont croisé la route du meurtrier. Il y a aussi de grosses différences d'âge. Donc on a du mal à déterminer comment les victimes sont choisies. Même s'il reste des zones d'ombre, le Murder Accountability Project est formel.
Il y a suffisamment de similarités entre ces affaires pour tirer la sonnette d'alarme. Habituellement, les meurtres sont commis à l'intérieur, mais ici, presque à chaque fois, ils ont eu lieu dehors. On a dégradé les victimes. On les a retrouvées nues ou partiellement dévêtues. Dans la plupart des affaires, il y a des traces de violences sexuelles. Et on note que c'est toujours sur le même type de lieu qu'on retrouve les corps, dans des bâtiments abandonnés, des ruelles désertes ou des bennes à ordures. C'est le mode opératoire de ce tueur. Et Thomas a déjà vu ce mode opératoire, en 2010, à 50 km à l'est de Chicago. 15 femmes sont mortes par strangulation dans la région de Gary, dans l'Indiana. On a retrouvé la plupart des victimes dans des bâtiments désaffectés ou des ruelles désertes. J'ai contacté le service des relations publiques et j'ai expliqué qu'on avait une technique pour identifier les meurtres en série. Mon interlocuteur a contacté les enquêteurs avant de me rappeler. Il m'a dit « J'ai vérifié auprès de la police et il n'y a aucune affaire de tueur en série non élucidée à Gary, dans l'Indiana. Comment peut-on faire ce type de déclaration en étant sûr de soi ?» Ils ont tout simplement refusé d'aborder ce sujet. C'était terminé. 4 ans plus tard, en octobre 2014, Thomas apprend que ses craintes étaient fondées. En 2014, quelqu'un appelle la police d'Hammond, la ville voisine de Gary, depuis un motel. Okay, so is there any marks or anything on her? No, there's something wrapped around her neck. There's something wrapped around her neck? Okay. Yes. Try not to touch anything. If possible, if you want to just stand by the door, I've got the police and the ambulance coming. Ils sont allés sur place et ils ont découvert le corps d'une jeune femme de 19 ans, Africa Hardy, dans une baignoire. She had just met up with a guy. I think he did it. Try to remember anything you can about him. Is he staying in the hotel with you guys? No, I got his phone number. Police identify the suspect as 43-year-old Darren Vann of Gary. Vann met Hardy through the website ChicagoBackpage.com. When she failed to check in after their arranged meeting, her female pimp, who police call a facilitator, became concerned and sent her a text. Hammond Police Chief John Doty says Vann sent back texts using Hardy's cell phone. The female facilitator in the transaction attempted to contact Miss Hardy and was provided suspicious text responses that she believed to be from the suspect. Evidence at the scene led Hammond Police to the suspect in Gary. Darren Vann a déjà été condamné pour des faits de violence sur les femmes. Il a notamment été arrêté en 2004 à Gary pour avoir menacé de tuer une femme. En 2008, il est condamné pour agression sexuelle au Texas. Il purge une peine de 5 ans avant d'être relâché en juillet 2013. Il rentre alors dans l'Indiana. 1 an plus tard, Darren Vann tue Africa Hardy. What were you choking her with? My hands. Do you remember using anything besides your hands? Yes. Okay, and what would that be? I usually keep some kind of wire on me. I believe it's a extension cord. How did you get her to the bathroom? I drug her. And what was your reason for doing that? It's like it's a habit. I always move my victims. Darren Vann est passé aux aveux et Africa Hardy était loin d'être sa seule victime. I have no problem taking you like right now to 6 bodies. If y'all got one, I'll take you 6 more. All right, go ahead and stand up. We're gonna put handcuffs back on you, all right? Darren Vann a accepté de conduire les policiers jusqu'à l'endroit où il avait accompli ses derniers méfaits. Ils sont allés à Gary et ils ont trouvé 6 autres cadavres. Il les avait cachés dans des maisons abandonnées. Detectives say they still don't know the detailed time frame on when these murders occurred. They also don't know the victims found in abandoned homes were murdered there or dumped there.
but Hammond police say they had no contact with the suspect before all of this. It is possible that investigation will lead to more victims, so we have to be careful about what we say at this point. Certaines femmes avaient disparu depuis des années. Elles ont toutes été étranglées. La police n'était pas au courant que ces femmes avaient disparu jusqu'à ce que Darren Van lui montre où il avait mis les corps. Je crois que je n'arriverai jamais à me remettre de ce qui s'est passé. Jusqu'à ma mort, je me demanderai qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus en 2010 pour convaincre la police de Gary qu'il y avait peut-être un tueur en série dans la région. On leur a envoyé des courriers recommandés. On les a appelés à de nombreuses reprises, presque tous les jours, pendant 3 mois. Malgré tout, ils ont refusé d'envisager cette possibilité. Darren Van est incarcéré depuis son arrestation en octobre 2014. Il a été condamné à 7 peines d'emprisonnement à perpétuité et ne sera jamais libéré. Les familles des victimes ont obtenu justice, même s'il a fallu attendre très longtemps. Pour Thomas et Michael, cette affaire dans l'Indiana est la triste confirmation que leur algorithme, destiné à repérer les meurtres qui sont liés, fonctionne. Et cet algorithme montre qu'à Chicago, tous les signaux sont au rouge. À Chicago, il y a une concentration impressionnante. On en a rarement vu de cette taille. Ces victimes sont prises pour cible à quelques mois ou à quelques années d'intervalle. Mais ces affaires sont noyées dans la masse parce que le taux de criminalité est très élevé dans cette ville. Ce type de chaos, c'est l'environnement idéal pour que les tueurs en série sévissent. La police est totalement dépassée et la plupart du temps, elle est incapable de faire le lien entre les différents meurtres. Quand un crime a lieu à Chicago, malheureusement, on y est presque insensible, parce que les actes violents sont extrêmement fréquents. Mais là, on a jeté ces femmes dans des poubelles, ou on les a laissées dans des bâtiments désaffectés. C'est abominable et on en a à peine parlé aux infos, voire pas du tout. J'ai été élu procureur général en 2016. On peut dire que je suis une exception parce qu'il n'y a que 2% de femmes noires qui occupent ce poste à responsabilité. Peut-être même moins. Quand Kim Fox prend ses fonctions de procureur général du comté de Cook, on a déjà retrouvé 45 femmes étranglées à Chicago. Mais aucun suspect n'a encore été arrêté. Je me reconnais à travers ces femmes. Pour commencer, parce qu'elles sont noires. Mais aussi parce qu'elles sont issues de quartiers semblables aux miens. Je suis née et j'ai grandi à Chicago. Dans les années 70 et 80, j'ai vécu dans l'une des pires cités de Chicago qui s'appelle Cabrini Green. Personne n'aurait imaginé que la première femme noire élue au poste de procureur général dans ce comté serait la fille d'une adolescente et qu'elle aurait grandi à Cabrini Green. Ma mère a eu des problèmes de santé mentale presque toute sa vie. Dès ma plus tendre enfance, elle faisait du trafic de drogue. À l'âge de 7 ans, un jour, je rentrais de l'école et 2 adolescents m'ont attrapée non loin de chez moi. Ils m'ont traînée jusqu'à une maison et ils m'ont violée tous les 2. Et même si c'est arrivé il y a 40 ans, le traumatisme ressurgit parfois. Il y a des moments où des souvenirs très clairs me reviennent, des images, des odeurs, des sons liés à ce qui s'est passé ce jour-là. Et je suis passée par là. Donc l'expérience horrible que ces femmes ont vécue juste avant de mourir me touche particulièrement. Je m'en suis sortie. C'est mon histoire. Mais on a un élément qui revient sans cesse dans toutes ces affaires. La plupart des personnes concernées ont subi des violences sexuelles et sont traumatisées. Les femmes en situation de précarité sont particulièrement touchées, tout comme les femmes noires. Et on reconnaît rarement ce traumatisme. On ne donne pas la parole à ces victimes. Et j'estime qu'il est de mon devoir de le faire. Nous sommes en 2017.
Et la procureure Fox commence à peine son mandat lorsque la police trouve enfin une piste dans l'une des premières affaires d'étranglement. En gros, quand ils l'ont retrouvée, ils ont seulement prélevé l'ADN qui était sur elle et ils l'ont entré dans la base de données de la police. Et ils ont eu un résultat. On descend. C'est ici qu'ils l'ont trouvé, mais ça a bien changé. Il y a 20 ans, c'était une ruelle sale. Il y avait plein de poubelles. Un homme nous a demandé ce qu'on faisait ici. Je lui ai dit, c'est ici qu'on a découvert le corps de notre sœur. Il a répondu, c'était votre sœur? Ouais, c'était notre sœur. Il était désolé. C'est vraiment... Je me demande comment c'est possible que personne n'ait rien vu. Une femme est violée, elle essaie de résister, on la tue et personne ne voit rien. Je ne pense pas que les policiers aient fait leur possible à l'époque. Ça va aller. Ils auraient pu trouver le coupable plus tôt, au lieu de se contenter d'attendre un résultat dans la base de données. Recently, Gwendolyn Williams' sisters were told Chicago police thought they found her killer. DNA evidence matched a suspect. That suspect was convicted in Detroit in 1980 for armed robbery and again in 2014 for check fraud. I was relieved that finally we knew who it was. Ils l'ont trouvé en Floride, il était SDF. The suspect was arrested in Tampa on a warrant for first-degree murder in Williams's case. The sisters were told that in an interview with Chicago police, that suspect denied killing Williams or even being in Chicago. New DNA tests did confirm he was with her. Il a dit qu'il ne la connaissait pas. Les policiers lui ont montré les photos des lieux du crime. Il a déclaré qu'il n'était pas allé là-bas. Mais il a menti. On a retrouvé son ADN sur place, donc on sait qu'il était bien là. Notre mère n'était pas en bonne santé quand on a appris la nouvelle. Et on espérait qu'après ça, on pourrait lui dire « Maman, on l'a attrapé. Il va payer. » C'est la procureure générale qui doit inculper cet homme et demander son extradition. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre que, quand on arrive au procès, on doit prouver à la cour que le suspect est coupable sans l'ombre d'un doute. C'est une tâche difficile. Mais dans cette affaire, comme dans celle de Teresa Bunn, le bureau de la procureure n'est pas convaincu qu'il y ait assez d'éléments. Aussi, il ne demandera pas l'extradition. On a rencontré la famille en 2019 et on lui a parlé d'une décision de justice qui avait fait jurisprudence dans une affaire élucidée grâce à l'ADN. Il s'agit du procès Escorte contre l'État de l'Illinois. Apparemment, c'est une affaire qui a créé un précédent. On a découvert le corps d'une jeune femme sur un terrain vague à Chicago. Elle a été violée et tuée. L'ADN prélevé correspondait à celui d'un homme. Cet homme était le suspect numéro 1 de la police. Il a été arrêté et condamné, mais il a fait appel. Son argument, c'était « Je reconnais que j'ai eu des relations sexuelles avec elle, mais je ne l'ai pas tuée. » La cour d'appel a annulé la condamnation parce que l'accusation ne pouvait pas prouver qu'il l'avait tuée. Elle avait seulement la preuve qu'il y avait eu des relations sexuelles. Le bureau de la procureure pense que s'il décide de poursuivre le suspect dans le meurtre de ma sœur, il y a un risque que la condamnation soit annulée par la cour d'appel, comme ça a été le cas dans ce procès-là. On se demande si c'est seulement parce qu'ils ont peur de perdre en appel ou parce que... Ça n'en vaut pas la peine. Je tiens à préciser que ma sœur n'était pas une prostituée. Je trouve ça insultant. Je veux que tout le monde sache qu'on refuse de demander son extradition, même si l'ADN correspond à 99%. Malheureusement, ça ne s'arrête pas au moment où on passe les menottes à quelqu'un.
Ça, c'est ce qu'on voit à la télé. C'est la partie la plus simple. Mais il faut que l'enquête soit irréprochable pour que le procureur accepte de lancer des poursuites. Souvent, les policiers découvrent avec stupeur qu'ils refusent de le faire. Et bien évidemment, c'est à nous de relâcher ces criminels après. Je comprends aussi le bureau du procureur. Personne n'a envie que la police soit toute puissante, qu'elle prenne toutes les décisions et qu'elle soit à la fois juge et juré. C'est un problème vraiment complexe, c'est certain. En 2017, l'année où l'on découvre à qui appartient l'ADN dans l'affaire de Gwendoline, on note un changement radical dans la série de meurtres par strangulation. Il y a eu une pause. Si l'on en croit nos données, il n'y a eu aucun meurtre entre 2014 et début 2017. On a quelques hypothèses qui expliqueraient ça. Le tueur a peut-être été emprisonné, ou il a eu des problèmes de santé. On n'a aucune certitude, mais cette pause soulève des questions. Le Murder Accountability Project poursuit son analyse et remarque autre chose. Les 3/4 des victimes sont afro-américaines et 1/4 sont blanches ou latino. Aux États-Unis, il y a peu de meurtres interraciaux. Si on vous donne le groupe ethnique de la victime, vous pouvez affirmer que le meurtrier vient du même groupe. Les données prouvent que c'est vrai dans au moins 77% des cas. Les tueurs en série fantasment généralement sur ce qu'on appelle la victime idéale. Et souvent, c'est quelqu'un qui appartient au même groupe démographique. Quand ils recherchent leur proie, les tueurs en série éveillent aussi moins les soupçons s'ils vont dans les quartiers où ils peuvent se fondre dans la masse. Si on se base sur l'ethnie des victimes, on dirait qu'on est en présence de plusieurs tueurs en série. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'on aurait affaire à au moins 3 tueurs qui assassinent un grand nombre de femmes. L'un d'eux serait blanc, et il y en aurait 2, voire plus, qui seraient afro-américains. Après avoir récolté ces données, en août 2017, Thomas et son équipe préviennent la police de Chicago. On a été reçus dans le bureau de l'enquêteur en chef. Il nous a écoutés et on lui a donné les documents qui attestaient de nos recherches. Il était content. Il nous a dit « Merci beaucoup, on vous recontacte très rapidement ». Mais ça n'a pas été le cas. Les journalistes de Chicago ont aussi remarqué qu'il y avait une série de meurtres. Ils ont publié un article dans un journal et ça a fait l'objet d'un documentaire sur l'antenne locale de CBS. 50 unsolved strangulation and asphyxiation cases we found dating back to 2001. La mairie de Chicago et l'État de l'Illinois ont décidé d'organiser des conférences. Is there a serial killer or killers living among us? We must have that answer. La première fois qu'on a contacté la police de Chicago, on espérait que la série s'était arrêtée en 2014, mais ça n'a pas été le cas. A garbage collector found her body in March 2017 in one of these trash cans. La série de meurtres reprend en 2017 et en 2018. She's not trash, she's love. Et on retrouve le même mode opératoire.